scénariste des Cités Obscures, le biographe d'Hergé, et je suis devenu un peu au fil du temps un spécialiste de l'histoire de la bande dessinée. Alors de quoi parle votre livre? Alors c'est un livre qui s'intitule 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée, qui va de Töpffer à Catherine Meurice et Riyad Sattouf, du Japon aux États-Unis, et qui essaie peut-être de permettre de raccrocher quand on a un peu perdu le fil de ce qui se passe en bande dessinée. Donc c'est un livre volontairement introductif et grand public. Et alors quelle était votre intention en vous lançant dans l'écriture de ce livre? Il m'a semblé que s'il existait énormément de monographies, d'études pointues, d'ouvrages thématiques, il manquait quelque chose de large, d'accessible et de contemporain. Et donc là, c'est une collection de vulgarisation historique et scientifique, et la bande dessinée y est entrée tout naturellement. Donc chaque fois, sur une double page, on a la présentation d'un moment clé, d'un courant ou un portrait d'un grand auteur. J'ai essayé de, bien sûr sans oublier mes propres goûts, d'être aussi objectif que possible. Donc un chapitre s'intéresse au 19e siècle, si méconnu, un autre chapitre au triomphe du moment belge, un chapitre au manga, au roman graphique, voilà. C'est en même temps un livre extrêmement illustré, une sorte d'anthologie qui permet, double page par double page, peut-être d'avoir envie de découvrir certains albums qu'on ne connaissait pas, certaines tendances dont on se méfie. On est tous un peu conservateurs en BD, on a tous les BD de notre jeunesse avec lesquels on grandit, et je crois qu'il est important aujourd'hui, dans ce paysage si diversifié, de s'ouvrir à d'autres traditions. Et alors justement, qu'est-ce que ce classement chronologique et par courant aussi apprend sur la bande dessinée? Je crois que la définition de la bande dessinée s'est considérablement élargie ces dernières années. Quand on voit un auteur comme Chris Ware, mais on peut dire la même chose d'Art Spiegelman, qui sont parmi les grands innovateurs d'aujourd'hui. Ce sont en même temps des passionnés de l'histoire de la BD, de tendances oubliées, de BD noir et blanc, de BD de style gravure, de romans visuels sans aucun texte. Et donc on se dit, il y a vraiment nécessité de sortir un peu de la définition, en fait celle de l'ancien 48 cartonné couleur, le personnage, l'humour ou l'aventure, etc. Non, il y avait, on pourrait dire, de la littérature en estampe dès le temps de Töpffer. Il y a du roman graphique aujourd'hui, mais il y a aussi des tendances plus picturales, au fond une liberté, quoi. Donc la bande dessinée, ça peut être Catherine Meurice, ça peut être Brecht Evans, ça peut être Tardy, voilà. Il y a, je crois, cette capacité du médium à dire le monde dans une extrême diversité de styles narratifs et graphiques. On avait vu avec Emmanuel Guibert l'introduction de la photo, par exemple. Voilà, tant et tant de choses que peut-être les anciennes approches de la BD voulaient ignorer pour rester dans une ligne plus stricte. Quels sont pour vous les jalons essentiels de l'histoire de la BD, s'il fallait résumer en quelques points? On pourrait donner quelques noms, des marqueurs majeurs. Rodolphe Töpffer au début du 19e siècle, Winsor McCay aux États-Unis au début du 20e siècle, Hergé qui, profitant de la leçon de Saint-Augan, va insuffler tout le courant du franco-belge, Goscinny, par son double rôle de scénariste et de rédacteur en chef, découvrant tant et tant d'auteurs, Tezuka, sans qui les mangas n'auraient pas connu ce développement, Alan Moore, qui a réveillé finalement le monde anglo-saxon et réinventé un certain nombre de grands héros. Et puis parmi les contemporains, je dirais que c'est quand même Chris Ware, cher à mon cœur depuis longtemps, qui est le phare et qui nous montre qu'on peut à la fois raconter, émouvoir et continuer à inventer dans ce langage de la BD qui pourrait sembler daté et qui en fait est encore plein de potentiel. Alors la partie sur le 19e siècle est assez courte par rapport à la totalité du livre. Est-ce que c'est dû au fait que le 19e siècle a moins de jalons majeurs que le 20e siècle, ou est-ce que c'est parce que la recherche n'a pas encore assez traité cette période? Pendant longtemps, on ne parlait pas du 19e siècle, on faisait remonter la naissance de la BD au Yellow Kid d'Outco, et on avait l'impression qu'il y avait des espèces de vagues précurseurs quelque part entre la grotte de Lascaux et, je ne sais pas, les images d'Épinal. Aujourd'hui, notamment grâce à la numérisation réalisée par Gallica sur le site de la BNF ou par la Cité de la bande dessinée, on a une connaissance bien meilleure d'une bande dessinée qui s'est développée avant tout dans la presse. Et
il y a des trésors qu'on y découvre. Moi, je suis émerveillé, par exemple, par le travail de Benjamin Rabier, qu'on considérait avant tout comme un auteur de livres illustrés pour enfants et qui a été un expérimentateur de la BD tout à fait remarquable. Mais il reste des découvertes à faire. Et je dois dire que c'était un pan de l'histoire de la BD que je connaissais mal. Thierry Smolderon, par exemple, l'a beaucoup arpenté, exploré avant moi. Un certain nombre de chercheurs le font. Et je crois que plus on numérisera ce fond, plus on verra ces fonds, plus on verra qu'il y a eu une histoire continue de la bande dessinée, non seulement en France, mais en Angleterre, en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, et que finalement le mythe de la naissance de la bande dessinée aux États-Unis est une construction. Mais ce qu'il y a eu tout de même à la fin du 19e siècle aux États-Unis, c'est le devenir de la bande dessinée comme un média de masse, dans les journaux américains, dans les suppléments du dimanche, avec un certain nombre d'œuvres somptueuses. Donc je ne minimise pas du tout la renaissance de la bande dessinée à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais il y avait eu une tradition, une transmission. Töpffer, Wilhelm Busch et bien d'autres ont été traduits et connus et imités. Alors pour la seconde partie du XXe siècle, beaucoup plus foisonnante, est-ce que vous avez eu des difficultés à organiser tous ces courants qui là se multiplient? Alors non seulement j'ai eu des difficultés, mais j'ai eu des scrupules constants, parce qu'il fallait représenter la modernité, les années les plus récentes. Bon, il y a quelques auteurs très très émergents, mais il fallait aussi traiter de cette période, disons, des années 60 à 2000, où en plus je compte beaucoup d'amis et d'admiration, et donc les choix étaient parfois un peu cruels. J'ai essayé de prendre des auteurs qui m'ont semblé emblématiques d'une tendance ou d'une période. Ce ne sont pas nécessairement les seuls auteurs importants, mais par exemple, qui peut nier le rôle d'un Jean-Giraud Möbius? Il est évident que c'est quelqu'un qui a marqué absolument tout le monde. Alors que d'autres auteurs que j'adore, je ne sais pas, je vais prendre Fred par exemple, l'auteur du Philémon, Fred ça reste une œuvre plus solitaire. Donc avec toute l'admiration qu'on peut avoir pour elle, on ne peut pas dire qu'elle ait métamorphosé véritablement le monde de la bande dessinée. Donc voilà, j'ai essayé d'aller au-delà de mes goûts personnels, de prendre des gens qui représentent à un moment un tournant, un pivot, une ouverture. Et d'ailleurs, ce ne sont pas seulement des auteurs, c'est aussi des magazines. Ce sont aussi des moments. Une entrée est consacrée par exemple au Festival d'Angoulême, puisque un certain développement de la bande dessinée s'est fait à travers le Festival d'Angoulême. Souvenons-nous qu'en 1975, Hugo Pratt reçoit le prix du meilleur album pour La Balade de la mer Salée, et que La Balade de la mer Salée va ouvrir la voie pendant des années à ce qu'on appelle le roman en bande dessinée. Donc vous voyez là l'interaction entre un support éditorial, un festival et la grande force d'un auteur. Alors en passant en revue presque 200 ans de bande dessinée, est-ce que vous avez découvert des choses nouvelles, des filiations inédites qui vous avaient échappé? C'est surtout en préparant un cycle de conférences que j'ai prononcé au Musée des Arts et Métiers, qu'on trouve sur Internet pour l'essentiel, qui s'appelle Pour une histoire de la bande dessinée. C'est surtout à ce moment-là que j'ai fait des choses. Mais évidemment, ces 10 conférences extrêmement illustrées proposaient une matière beaucoup plus large. Et peut-être que mon regret pour ce livre, mais qui faisait partie des limites du genre, c'est d'avoir axé mon approche sur le monde franco-belge, le monde nord-américain et le Japon. Bien sûr, l'Argentine, par exemple, les pays scandinaves aujourd'hui, mais d'autres pays ont une tradition riche et forte de la bande dessinée que j'avais essayé d'explorer dans ces conférences et où je suis obligé d'être un petit peu plus restrictif. Donc voilà, Breccia, par exemple, un immense auteur, il mériterait d'être dans ce livre.